C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu frappé très fort ce soir. Trump repart en guerre. Le retour de la guerre totale, est-ce dès ce soir? Oui, regardez les mots de Donald Trump publiés cet après-midi. Les États-Unis frapperont l'Iran très fort ce soir. À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures? Quelle frappe? Quelle cible? Quelles conséquences? Notez que ces dernières heures, il a fait ce qu'il a dit. Il a dit hier soir, je vais frapper, et il a envoyé 49 Tomahawk au-dessus de l'Iran. Quand l'Iran, de son côté, a tiré des missiles sur un centre de commandement américain en Jordanie, sur des bases au Bahreïn ou encore au Koweït, on vous raconte tout, toutes les images dans un instant. Le point de rupture est-il atteint? Trump est-il à bout de patience? Et nous allons nous arrêter sur un point en particulier. Dans son viseur, noir sur blanc, cet après-midi, également l'île de Kharg. Il dit, dans un avenir proche, nous nous emparons de cette île de Kharg. Et là encore, les questions. Pourquoi elle? Avec quel objectif? Asphyxier l'Iran, s'approprier son pétrole et comment l'attaquer? Ce sont les questions, nous avons des réponses. Autre dossier brûlant, Hormuz fermé totalement. C'est ce que disent les Iraniens. Les États-Unis démentent. Un détroit, deux armées, plusieurs récits. On va essayer d'y voir clair. Mais en tout cas, si c'est le cas, les États-Unis vont-ils intervenir durement dans ce détroit? Trump révèle y avoir fait passer 100 millions de barils ces dernières semaines, dans le plus grand secret. Nous reviendrons sur les coulisses de cette opération. La montée en tension n'est plus un débat. C'est un fait désormais. La question, c'est jusqu'où va-t-elle mener le monde dans les prochaines heures? On se pose la question ensemble. Le grand dossier, c'est parti. Frappé très fort ce soir, Trump repart en guerre. Il l'a dit chez nos confrères de Fox News. Écoutez, regardez. Et la chose dont vous avez parlé hier, c'est que les ponts et les centrales électriques seront les prochains. Est-ce que c'est ce qui vient ensuite? Oui, mais je préférais ne pas le faire parce qu'une fois que vous faites ça, les gens souffrent. Par exemple, je vous ai entendu parler de l'eau. L'eau, c'est vraiment une perte dévastatrice pour eux. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Maya Kadra. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour à vous, Général Dominique Delors. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes ancien chef du Centre opérationnel interarmé. Merci Grégory Phillips de nous avoir rejoints, rédacteur en chef international LCI. Et bonjour à vous, Guillaume Roquette. Merci également. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Je précise que dans quelques instants, nous serons rejoints également par Jean-Louis Bourlange. La déclaration donc de Donald Trump, fracassante. Les États-Unis frapperont l'Iran très fort ce soir. Il évoque la marine, l'armée de l'air, les radars, la défense antiaérienne, toute autre forme de défense, la majeure partie des capacités offensives. Et il vise l'île de Kharg. On y reviendra très précisément dans quelques instants. Mais d'abord, direction, bien sûr, la Maison-Blanche. Pour vous retrouver, Sonia Dredi, journaliste accréditée pour TF1 LCI. Question directe. Le retour de la guerre totale, c'est pour ce soir ? Alors en tout cas, Donald Trump a prévenu, les États-Unis vont de nouveau frapper ce soir, ils vont frapper très fort. Et lors d'une interview sur la chaîne Fox News, il a dit: nous pourrions envoyer des soldats au sol, des troupes au sol, ce n'est pas ma préférence, mais nous pourrions le faire. Il a également dit que lui, sa préférence, ce serait de prendre l'île de Kharg, mais qu'il n'était pas sûr que les Américains veuillent aller jusque-là. Donc on a l'impression d'un Donald Trump qui est beaucoup plus va-t-en guerre qu'il y a encore quelques jours, qui est très frustré et qui ne veut pas perdre la face aux Iraniens, même s'il a répété qu'il souhaiterait avoir un accord, qu'il pourrait y avoir un accord historique avec l'Iran. Donald Trump, qui d'ici peu sera briefé ici par ses services de renseignement et peut-être prendra une décision finale sur les différentes options pour les prochaines heures. Nous suivrons tout ça grâce à vous, Sonia Dredi, bien sûr, les éléments de ce briefing autour du président américain dans le bureau ovale. Derrière vous, je me tourne vers vous, Général, bien sûr. Faisons simple encore une fois. Jusqu'où peut-il aller le président américain dans les prochaines heures? Pour une période encore de quelques mois, pas beaucoup plus, 2-3 mois peut-être, au point opérationnel, la puissance américaine est maximale. Donc s'il veut reprendre la massue est disponible. Ça, c'est son choix. Mais si vous voulez, les capacités aéronavales, aériennes, des forces embarquées, etc., est encore au maximum. Alors pourquoi je dis est encore? Parce qu'il y a usure des forces. On n'en est pas forcément très conscient, mais il y a usure de ces forces. Donc le chef d'état-major américain doit lui dire: nous sommes capables de donner un coup très très fort, si vous le décidez. S'il le décide, effectivement, il va y avoir des opérations. Alors sur les familles de cibles que l'on connaît déjà, c'est-à-dire les politiques, les vecteurs, etc., mais sans doute aussi des secteurs industriels qui vont être touchés.
l'électricité. L'eau, j'y crois pas trop. Le pétrole, je n'y crois pas trop, sauf si les Iraniens frappent des zones pétrolières en Israël ou dans les pays arabes. À ce moment-là, il peut y avoir effectivement des atteintes importantes, graves, destructrices du système iranien. Mais pas d'emblée. Je pense que les Américains ne vont pas d'emblée toucher au problème du pétrole. Si on en vient là, c'est que les Iraniens auront au préalable frappé. On va passer ce soir de la guerre de riposte à la guerre totale, selon vous, Grégory ? Alors écoutez, j'ai pas de boule de cristal. Je note juste que hier, à peu près à la même heure, Pete Hegseth a annoncé des frappes importantes sur l'Iran et elles ont eu lieu. Trump les annonce. On verra cette nuit ce qui peut se passer. Non, ce qui est intéressant, c'est à mon avis, de s'interroger, est-ce que Trump est en train ou va changer de stratégie ? Il y avait un très bon édito dans le Wall Street Journal ce matin qui disait Trump a besoin d'une nouvelle stratégie envers l'Iran. Il faut qu'il fasse un choix. Pourquoi ? Parce que soit il modifie la situation sur le terrain, je cite nos confrères du Wall Street Journal, soit il risque de laisser le conflit dans une situation pire que celle de l'Irak en 2003, Bush. Donc oui, on est peut-être à un moment où il faut qu'il décide. Est-ce qu'il réenclenche une guerre d'ampleur beaucoup plus vaste, ou est-ce qu'on se contente de ce qu'on voit en fait depuis quelques jours, c'est-à-dire des frappes un peu de chaque côté, relativement calibrées, mais ça peut durer des semaines, voire des mois, et je pense que Trump ne veut pas ça. Régulièrement, on a évoqué dans cette émission l'heure du choix, l'heure de vérité. Mais moi, si je suis Grégory Phillips, cette fois on y est peut-être. Vous y croyez, Maya Kadra ? En tout cas, il est obligé de faire un choix aujourd'hui, parce qu'il ne peut plus laisser cette situation pourrir de la sorte au niveau du détroit d'Ormuz, au niveau des négociations. Donald Trump avait deux voies possibles. La voie diplomatique, il l'a suivie depuis plusieurs semaines avec les négociations, mais on a très bien vu qu'il y a beaucoup d'obstacles qui entravent cette voie. Premièrement, au côté iranien, il y a des conditions complètement irrecevables pour les Américains, à savoir la levée des sanctions sur les avoirs gelés, un nouveau levier qui a été introduit qui est celui du Hezbollah au Liban. Et il y a une exigence américaine aussi, qui est celle de ne pas arriver au même deal que celui de 2015. Et ça, c'est un point d'achoppement majeur. Parce que pour arriver à un deal comme en 2015, je ne dirais pas que c'est plus ou moins aisé, mais c'est encore possible. Parce que ça répond à un certain nombre de conditions iraniennes, comme la libération des avoirs gelés. Mais ça, Trump ne le veut pas. Et il ne voulait pas le voir. Il y avait un aveuglement dans sa stratégie diplomatique. Il ne lui reste que la reprise, aujourd'hui, de la guerre. Plusieurs fois, on a dit, et peut-être même ensemble, Guillaume Roquette, Donald Trump, peut-on le croire, peut-on le suivre ? Que se passe-t-il dans sa tête ? Lui-même ne le sait pas. Il souffle le chaud et le froid. Mais il a raison, Grégory. Ces derniers jours, ces dernières heures en tout cas, quand il a dit quelque chose, il l'a fait. Donc on peut s'attendre à ce que les prochaines heures soient sérieuses. Oui, effectivement, ne serait-ce que parce qu'il ne peut pas politiquement, vis-à-vis de ses électeurs, rester sans réaction après la destruction d'un hélicoptère, face à la mauvaise volonté des Iraniens qui se montrent très intransigeants sur les négociations possibles. Après, si on prend Trump au sérieux, il dit « je vais reprendre l'île de Khark, je vais prendre le contrôle total de leur marché du pétrole et du gaz ». C'est intéressant, pourquoi ? Parce que ce n'est pas les mêmes objectifs qu'au début de la guerre. Il ne s'agit plus de détruire l'arsenal militaire iranien. Il ne s'agit plus de bombarder les centres d'enrichissement d'uranium. Il s'agit de mettre la pression sur les Iraniens pour ne plus qu'ils puissent exporter leur pétrole. Et ça, c'est assez cohérent avec le contre-blocus du détroit d'Ormuz. Donc, moi, mon hypothèse, mais elle vaut ce qu'elle vaut, parce que j'ai pas plus la boule de cristal de Grégory, c'est pas moi qui l'ai. Et donc, il est possible que l'objectif soit davantage de mettre une pression maximum économique sur les Iraniens à travers des frappes sur leur infrastructure pétrolière, plutôt que de se relancer dans une guerre qui de toute façon ne mène à rien. Il a frappé pendant des semaines et ça n'a servi à rien. Donc la grande question, maintenant que cette annonce est sur la table de Donald Trump, c'est jusqu'où peut-il aller dans les prochaines heures ? Peut-être que pour comprendre ce qui va se passer dans les prochaines heures, il faut regarder ce qui s'est passé ces dernières heures, puisque déjà les États-Unis ont durci leurs attaques. La nuit dernière, montée en tension. 2 nuits consécutives d'ailleurs. Donald Trump a ordonné de frapper l'Iran. Téhéran a répliqué. Mais pour aller plus loin, pour comprendre, Grégory Phillips, je vous en prie, accompagnez-moi devant cet écran. Grégory, Trump l'avait promis. Oui. Les États-Unis
ont frappé effectivement fortement l'Iran. Ce sont les frappes peut-être les plus importantes depuis le début du cessez-le-feu qui ont eu lieu la nuit dernière. Oui, tout à fait, des frappes massives. Ça a duré environ 4 heures dans plusieurs régions de l'Iran. Trump évoque une cinquantaine de missiles Tomahawk qui ont frappé différentes cibles. Alors regardez d'abord dans la région capitale, la région de Téhéran, au nord du pays. Plusieurs sites militaires sensibles ont été visés. Il y a eu 3 blessés selon les autorités de la République islamique dans cette région, blessés par les frappes américaines. Et puis il y a eu aussi des frappes évidemment dans la région du détroit d'Ormuz, autour du port de Bandar Abbas, qui est le grand port sur le golfe Persique, sur le détroit d'Ormuz, et aussi des stations de radar. Regardez, ça c'est les frappes dans la région d'Ormuz. Évidemment l'île de Keshm qui a été régulièrement frappée, la ville de Sirik dont on parlait hier avec cette histoire de réservoir d'eau, minable, et puis le port de Bandar Abbas ont été frappés, des stations radar, des systèmes de communication et de défense aérienne. Pour l'armée américaine, n'ont été visées que des cibles qui représentaient une menace, même si le Pentagone continue de parler de frappes défensives. Et comme dans un scénario désormais bien rodé, l'Iran a riposté immédiatement en montant également nettement en intensité. Oui, au total, 21 cibles selon les Iraniens qui ont été frappées. D'abord, les bases américaines qui sont situées dans la région, au Bahreïn, au Koweït, en Jordanie. En Jordanie, c'est la base de Mouafaq Salti qui a été prise pour cible. Voilà, regardez, le Koweït a été frappé ici. Évidemment, Bahreïn, Manama, qui est le siège de la 5e flotte américaine, avec des drones et des missiles. À Bahreïn, d'ailleurs, il y a eu quelques dégâts dans des zones civiles. Une fillette de 11 ans a été blessée, non pas par la chute d'un drone ou d'un missile, mais par l'interception, évidemment, avec les débris qui sont tombés sur une maison. L'Iran, enfin, affirme avoir tiré vers 2 navires qui étaient situés dans le détroit d'Ormuz, mais ça, nous n'en avons pas confirmation. Merci beaucoup, Grégory Phillips. Général, voilà qui nous donne une idée, en effet, des prochaines heures. Ce scénario-là, en plus fort. Alors là, pour le moment, on était dans des chocs contrôlés, ce qui montait en volume et en puissance. Mais enfin, ce n'était pas encore l'apocalypse. Donc on est sous des frappes qui étaient limitées, sachant qu'en même temps, on tire une cinquantaine de Tomahawk. Pour ceux qui s'inquiétaient sur les stocks américains, on voit quand même qu'en guise d'apéritif, ils peuvent envoyer 50 Tomahawk sans grande difficulté. Ce qui est déjà un signe, mais évidemment, c'est bien pire qui se prépare. C'est-à-dire que, globalement, les plans sont prêts pour une reprise d'action lourde. Est-ce qu'il y a des objectifs politiques qui sont alignés derrière? On peut se poser la question, mais en plan militaire, les Américains sont capables de détruire à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aussi bien des ponts, des raffineries, des usines de désalinisation, ils peuvent détruire énormément de choses. Alors, est-ce que ça a un intérêt ou pas? C'est pas du tout évident. Allez-y, Guillaume. D'ailleurs, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, ils ont fait preuve d'une certaine retenue, notamment sur les infrastructures pétrolières. On a beaucoup parlé de l'île de Karg. Les Américains ont frappé un dépôt de munitions sur l'île de Karg, qui est une espèce de port en eau profonde de l'Iran pour exporter son pétrole. Mais ils n'ont pas frappé les installations pétrolières elles-mêmes, comme si ils se disaient la vie normale peut reprendre et on ne veut pas définitivement éliminer la capacité pétrolière de l'Iran parce qu'on va parvenir à un accord avec eux. Donc effectivement, s'ils commencent à frapper les infrastructures pétrolières directement, alors là, on touche à quelque chose d'autre. Allez-y, oui, Et là, on rejoint les Américains, s'ils frappent les infrastructures pétrolières, ils rejoignent un peu la stratégie israélienne, parce qu'au tout début de la guerre, quand Israël a frappé des réservoirs de pétrole à Téhéran et qu'il y a eu un énorme nuage noir, épais, de fumée partout, on ne parle même pas de la pollution, on a vu la manifestation de la première divergence opérationnelle entre les deux. Et il y a eu des critiques virulentes de la part surtout du sénateur très proche de Donald Trump, Lindsey Graham, sur cette frappe. Donc si aujourd'hui, les États-Unis frappent des installations pétrolières, on peut parler d'un réalignement militaire, ne serait-ce que militaire, concernant la guerre en Iran. Là, on parle de ce que pourraient faire les États-Unis, mais si les États-Unis y vont effectivement tout droit, plus fort, quelle réaction imaginer de l'Iran derrière? Je pense que sur le pétrole, c'est les Iraniens qui frapperont. S'ils frappent, à ce moment-là, il peut y avoir en retour des frappes violentes sur les installations pétrolières. Ce n'est pas les Américains ou les Israéliens qui vont les Iraniens toucheraient quoi en matière de pétrole? Les raffineries dans la région? Dans les pays arabes, voire évidemment Israël, puisqu'ils ont quand même tenté de toucher la raffinerie de Tel Aviv, et ils l'ont touché d'ailleurs légèrement.
Donc c'est pas une action unilatérale, ça serait une action en retour. Et je pense que dans les discussions secrètes qui ont lieu, parce qu'il y en a toujours, le dispositif de Karg fait partie des gages. C'est-à-dire que dans la discussion qu'il y a entre Américains et Iraniens, il y a cette menace de détruire les capacités iraniennes. Je me permets de vous faire signe parce qu'il y a Sonia Dridi qui vient de se mettre en direct avec nous depuis la Maison-Blanche. Merci beaucoup Sonia. On en parle régulièrement ensemble de ces points de situation autour du président américain dans le bureau ovale avec les services de renseignement. Là aujourd'hui, ce briefing, comme on dit, prend un sens tout particulier compte tenu de la déclaration du président américain. Que sait-on de cette réunion? Qui est autour de lui? Bref, qu'est-il en train de se passer selon vous? Alors en général, la Maison-Blanche ne donne pas de détails sur qui est là, mais on sait, elle a annoncé qu'il y allait avoir ce briefing avec les services des renseignements. Et d'habitude, il y a le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense, toujours un représentant de la CIA, et ces temps-ci, c'est quasiment toujours le directeur de la CIA. Donc ils vont se retrouver dans cette aile ouest de la Maison-Blanche. On ne voit pas encore le Marine, donc cela veut dire que Donald Trump n'est pas encore entré dans l'aile ouest où se trouve le bureau ovale et la salle de crise de la Maison-Blanche, la Situation Room. Et évidemment, vu le contexte avec l'annonce par Donald Trump il y a peu de nouvelles frappes ce soir sur l'Iran, eh bien, on imagine que les dernières options vont être... Tout de suite en direct, on l'écoute. Pardonnez-moi Sonia, le maire de Florence. Je demande à tous de respecter ce que va vivre la famille de Liana et ses proches demain. Enterrer une petite fille de 11 ans, pas un symbole, pas une lutte, une enfant. À ce titre, restons dignes, humbles et respectueux. Tous ensemble, demain, en accompagnant simplement en tant que citoyens les parents de Liana dans le moment le plus difficile de leur vie. Nous le ferons ensemble, à l'image de notre territoire et du soutien venu de partout en France, avec dignité et simplicité. Vous retrouverez l'ensemble des souhaits de la famille de Liana dans le communiqué que nous avons fait ce matin avec la mairie de Florence. Je vous remercie. Je suis désolée, il n'y aura pas de réponse aux questions. Voilà pour cette prise de parole du maire de Florence. Remettons les choses dans leur contexte. Les funérailles de la petite Liana auront lieu demain, vendredi. Et depuis le début, la famille appelle à ce que ces funérailles se déroulent dans la plus stricte intimité. Alors voilà, cet appel du maire de la ville à la dignité et à l'humilité, l'appel au respect. Merci de m'avoir rejoint sur ce plateau, de nous avoir rejoint Raphaël Maillochon et Renaud Pilat. Raphaël Maillochon, que faut-il retenir à la veille de ces funérailles? Veille des funérailles qui sont prévues demain, une cérémonie au cimetière de Fleurance à 14h30 avec la famille qui affirme que les citoyens, les citoyennes, je cite le communiqué, qui ont manifesté leur soutien sont les bienvenus. La presse est acceptée, d'où le point à l'instant que nous venons d'entendre très rapide du maire de Fleurance. La presse sera dans un lieu déterminé à proximité du cimetière et la famille, et là c'était écrit noir sur blanc, mais là on a le maire qui vient en quelque sorte se faire porte-parole de ces funérailles prévues demain, la famille qui demande, je cite, à chacun de faire preuve de dignité, de mesure et de respect. Renaud Pilat. Très grande dignité du maire de cette petite commune meurtrie depuis 10 jours, volonté bien sûr de stricte intimité demain, alors que le côté politique continue. Et on a entendu sur LCI il y a 1 heure, depuis l'étranger Jordan Bardella, demander, si ce n'est une démission forte en tout cas, s'interroger si Gérald Darmanin n'aurait pas dû démissionner suite à cette tragique affaire de Liana. Donc on voit que demain c'est le temps des obsèques et du grand recueillement dans la plus grande stricte intimité demandée par le maire. Et sur le plan politique, eh bien cette affaire continue à faire beaucoup de débats et l'été va être à mon avis déterminant, le mois de juillet notamment, pour toutes ces plaintes qui doivent être traitées. Guillaume Roquette. Et en fait, ces deux niveaux ne sont pas forcément contradictoires. Absolument. C'est-à-dire que chacun est dans son rôle, me semble-t-il. Le maire de Florence qui fait preuve d'une grande dignité, je partage les propos de Renaud Pilat. Et en même temps, les politiques ne peuvent pas rester silencieux
face à cette affaire parce que elle a soulevé dans l'ensemble de la population française une émotion, voire parfois une colère, qui sont considérables et qui sont un événement politique. Et donc là, ce qu'on peut souhaiter, c'est que nos élus, nos gouvernants comprennent qu'il faut traiter cette affaire, donner des réponses politiques à ces dysfonctionnements évidents de la justice, tout en évitant toute récupération. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, très fort, encore une fois, les mots qui nous viennent de Florence, cette fois ceux du maire qui appelle, je le rappelle, à l'humilité, au respect et à la dignité. Les funérailles de la petite fille auront lieu demain, vendredi. Nous reprenons le fil de ce grand dossier. Je vous rappelle cette information de l'après-midi. Également, Donald Trump l'annonce, il va frapper fort l'Iran. Encore une fois, ces dernières heures, quand il a dit quelque chose, il l'a fait. Et il a confirmé ces mots-là auprès de Fox News. On va réécouter les mots du président américain. Et la chose dont vous avez parlé hier, c'est que les ponts et les centrales électriques seront les prochains. Est-ce que c'est ce qui vient ensuite ? Oui, mais je préférais ne pas le faire parce qu'une fois que vous faites ça, les gens souffrent. Par exemple, je vous ai entendu parler de l'eau. L'eau, c'est vraiment une perte dévastatrice pour eux. On se souvient hier, c'était hier, c'est pas très compliqué, c'était Pete Hegseth qui s'était avancé devant les caméras pour dire on va frapper, mais c'est une stratégie en soi en fait d'annoncer les frappes avant de frapper. Il y a faire et puis faire savoir, là on est en plein dedans. Oui, on est en plein dans la communication et ce qui est assez paradoxal, on voit la fragilité de ce cessez-le-feu qui est rompu quasiment chaque soir maintenant avec une intensité plus ou moins haute, c'est que les négociations continuent. On a appris tout à l'heure que les Iraniens étaient aux Émirats Arabes Unis. Pour la première fois, je crois, depuis le début de la guerre. Oui. Les Qataris étaient à Téhéran il y a encore 24 ou 48 heures. Alors évidemment, on est dans des discussions totalement indirectes et il y a plus du tout les scènes telles qu'on l'avait vu à Islamabad entre Iraniens et Américains. Mais pendant que les États-Unis annoncent des frappes, pendant qu'ils frappent, pendant que l'Iran riposte, avec à chaque fois un degré différent. On a vu que le degré d'hier soir était particulièrement fort. Les négociations continuent, il faut le souligner. Général, parfois le message compte plus que la surprise. Oui, alors pourquoi on en parle ? Parce que, comme on dit en permanence, le président Trump change dans son verbiage, il change apparemment de position en permanence. Tant qu'il n'obtient pas un rapprochement des positions, notamment sur le nucléaire, parce que c'est quand même un des 3 objectifs initiaux, le nucléaire, le balistique et les proxys. S'il n'obtient rien sur aucun des points, évidemment, il revient sur la position d'emploi de la force. Et d'autre part, il est contraint aussi par 3 critères qui me paraissent importants. Le critère, c'est est-ce qu'on a atteint les objectifs annoncés ? Apparemment non. Est-ce que le critère de la crédibilité de la force militaire américaine, car la force américaine, la force militaire exprimée depuis un mois ne doit pas pouvoir être contestée après cette guerre ou cette campagne qui est en cours. Et le 3e élément, c'est sa propre autorité. Donc sur ces 3 points, on est toujours en négatif. Donc s'il veut, il est contraint d'avancer. Il est contraint à aller vers un emploi de la force. Oui, mais il pourrait choisir la surprise. Alors, la surprise, de toute façon... Et l'effet blast, pardonnez-moi l'expression encore une fois, c'est-à-dire coup violent, indirect, c'est un peu comme sur le mur de l'Atlantique. Hein. Les Allemands, ils étaient en alerte en permanence. Puis finalement, un jour, il faisait mauvais et puis il y a eu le débarquement. Donc là, les Iraniens, ils sont en alerte en permanence. Mais ça ne change plus grand-chose puisqu'une grande partie de leur dispositif est déjà à terre, du moins en termes de défense aérienne. Je reviens à la question de quelle réaction de l'Iran. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant dans les prochaines heures les Iraniens se dire « Ouh là là, Trump annonce des frappes, on va renoncer à certains des points ». Et si frappe il y a, imaginez-vous effectivement une réponse proportionnée également de leur côté. Alors d'après notre observation depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années de ce régime-là, moi personnellement je m'attendrais peut-être à une riposte assez forte, surtout si les infrastructures pétrolières sont visées. Il n'y aura plus rien pour les retenir. Ils pourront très bien frapper des cibles dans les pays du Golfe. D'ailleurs, en dehors du cadre d'un conflit, ils ont déjà frappé les raffineries d'Aramco en Arabie Saoudite, alors qu'il n'y avait même pas de guerre. Donc c'est des choses dont ils sont familiers. Les Iraniens, on peut s'attendre
en effet à un embrasement, à une escalade. Alors voilà le retour du fracas des bombes qui est annoncé. On en parle dans un instant, notamment avec vous, Jean-Louis Bourlange. Je vous en prie, vous pouvez venir vous installer sur ce plateau. C'est une question d'heure maintenant. L'enjeu, c'est de savoir comment Trump va procéder, comment va-t-il frapper, quelles sont les cibles. Jean-Louis Bourlange nous rejoint, on en est ravis, ancien député MoDem, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Dans un instant également, nous allons nous arrêter sur un point précisément. Dans le viseur du président américain, il s'est couché noir sur blanc. Il met l'île de Kharg. Dans un avenir proche, nous nous emparons de l'île de Kharg. Regardez là cette île. Pourquoi elle ? Quel objectif ? Asphyxier l'Iran, s'approprier son pétrole, comment l'attaquer ? Et autre dossier très brûlant, à garder à l'œil vraiment, Hormuz fermé totalement. C'est ce que disent les Iraniens. Les États-Unis démentent un détroit, 2 armées, 2 récits. Qu'en est-il ? Et surtout, que vont faire les États-Unis ? Vont-ils également frapper lourdement ce détroit, en tout cas les intérêts iraniens dans la région ? Trump à bout de patience, sommes-nous arrivés au point de rupture ? On en parle dans un instant ensemble. À tout de suite. Frappait très fort ce soir. Trump repart en guerre. Nos invités, je suis ravie une nouvelle fois de les saluer sur ce plateau, toujours avec Maya Kadra, avec Guillaume Roquette, toujours avec le général Delors, avec Grégory Phillips et donc avec vous, Jean-Louis Bourlange. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, ancien député MoDem, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et voilà, les heures qui passent se densifient. Les prochaines heures s'annoncent même encore plus difficiles, certainement les plus intenses depuis le début de la trêve. Elles vont signer potentiellement, on va voir ça de près, le retour de la guerre totale. Pourquoi on vous dit ça ? Parce que Donald Trump, il a frappé dans un message, il a annoncé frapper dans un message, frapper fort l'Iran, très rapidement. L'Iran qui, de son côté, riposte à chaque fois, d'où la question de l'engrenage. Mais Donald Trump, il parle d'autre chose dans son message. On va revoir les mots, s'il vous plaît. Il parle de l'île de Kharg. Dans un avenir proche, nous nous emparerons de l'île de Kharg. Grégory Phillips, sans tarder, essayons d'expliquer à nos téléspectateurs les enjeux autour de cette île de Kharg. Donald Trump dit donc qu'il va s'emparer de cette île dans un avenir proche. Pourquoi cette île en particulier et pourquoi est-elle si importante ? Oui, alors souvenez-vous, cette île, on en a beaucoup parlé, notamment au début de la guerre, avec un scénario qui a été envisagé, c'était celui d'une invasion terrestre des Américains. Ce scénario ne s'est pas produit. Alors l'île de Kharg, on l'appelle la station-service des gardiens de la Révolution. En fait, c'est le cœur de l'industrie pétrolière iranienne. Vous voyez d'ailleurs toutes les réserves de pétrole sur cette île. On a une vingtaine de kilomètres de la côte. C'est une île de 25 km², donc pas très grande, mais qui est très industrialisée, notamment évidemment pour le pétrole. Il y a 14 postes d'amarrage sur cette île, une quarantaine de postes de stockage. Et les postes d'amarrage, regardez, ça permet évidemment aux pétroliers de venir s'approvisionner. 90% des exportations du pétrole iranien passent par cette île. C'est donc ici que les pétroliers accostent. Pourquoi ? Parce que ce sont des eaux assez peu profondes. Et puis ensuite, ces pétroliers partent évidemment vers le détroit d'Ormuz, ou plutôt partaient vers le détroit d'Ormuz. Avant la guerre, les compagnies du monde entier venaient s'approvisionner ici en pétrole iranien. Mais est-ce aussi simple qu'il en a l'air, en tout cas qu'il a l'air de le dire, le président américain, de s'emparer de cette île de Kharg ? Alors, en vérité, l'île a déjà été frappée, notamment en mars et en avril, mais à l'époque, seules les installations militaires, car elle est évidemment surprotégée, cette île de Kharg, seules les installations militaires avaient été visées. Les Américains avaient épargné en quelque sorte les installations pétrolières. S'en emparer, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Trump l'a déjà évoqué, le scénario d'un débarquement terrestre sur cette île de Kharg, mais c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est une des îles les mieux défendues, évidemment, du pays. Ça impliquerait d'envoyer des troupes au sol, notamment la 82e aéroportée, éventuellement les navires amphibies aussi de l'USS Tripoli. Donc ça voudrait dire des boots on the ground, comme on dit aux États-Unis. Et ça, évidemment, c'est un scénario très risqué sur le plan militaire pour les Américains. Merci beaucoup, Grégory. Général, je me tourne vers vous pour commencer. Une information de CNN vient de tomber. L'Iran aurait passé des mois à renforcer l'île de Kharg contre une opération américaine avec, je regarde ce qui vient de se dire, des troupes supplémentaires, des défenses aériennes et des champs de mines. Ce serait très très risqué, voire trop risqué, voire en fait irréaliste de la part du président américain de vouloir s'emparer de cette île. Plusieurs questions que vous posez là. Donc déjà, historiquement, il n'y a pas beaucoup de bons exemples d'une nation puissante qui s'empare d'un point pour le garder longtemps. Un point comme ça isolé. Il y a même des catastrophes comme Gallipoli,
avec Churchill, ça lui avait coûté son poste pour un temps, en tout cas, dans la Première Guerre mondiale. Sur cette affaire-là, le problème, c'est de savoir, on prend Karg, on le conserve Karg, on prend Karg, un Karg détruit, ou est-ce qu'on prend un Karg encore en état de fonctionner? Vous savez, il y a des questions qui sont posées comme ça, aux chefs politiques. Si vous voulez qu'on prenne Karg, d'accord, on peut prendre Karg. Effectivement, la puissance américaine, en mettant des bouts sur le sol, en acceptant d'avoir un certain nombre de pertes, on peut prendre Karg. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de Karg? Est-ce que vous voulez un Karg qu'on soit capable de conserver, ou est-ce qu'on fait une mission d'aller-retour pour faire quelque chose, détruire ou pas détruire d'ailleurs? Ou est-ce que vous voulez qu'on prenne Karg et qu'on garde Karg en état de fonctionner, ou est-ce que vous acceptez que Karg soit complètement détruit? C'est-à-dire avec évidemment, toute la pollution qu'il peut y avoir dans la région, les frappes en riposte, etc. Et d'autre part, si on se maintient à l'île de Karg, ça va être évidemment un point de concentration de tous les tirs iraniens disponibles. Donc les parachutistes ou les Marines qui auront débarqué seront l'objet d'une concentration de feu considérable. Donc vous nous dites qu'ils en auraient les moyens, les Américains, mais en revanche, il y aurait des pertes américaines. Il y aurait des pertes américaines humaines, sensibles. Pas que matérielles, sensibles, humaines. Importantes. Ouais. Humaines. Humaines. J'entends bien humaines, oui. C'est inconcevable de mettre au sol plusieurs milliers d'hommes sans qu'il n'y ait pas un certain pourcentage de pertes. Généralement, on s'exprime comme ça, c'est un peu rugueux pour les civils, mais c'est vraisemblablement peut-être 10% de pertes. C'est un minimum. Jean-Louis Bourlange, que cherche-t-il selon vous avec ces déclarations? Des déclarations qui sont suivies des faits, je le répète, ces dernières heures, à chaque fois, ces dernières heures qu'il a dit qu'il allait frapper, il l'a fait. Il est passé à l'action. Que cherche-t-il? C'est, entre guillemets, juste la diplomatie par les bombes, ou ça va plus loin que ça? Je crois d'abord qu'il y a effectivement, a priori, deux schémas possibles. Un aller-retour, mais qui n'a de sens que si on détruit tout. C'est pour faire du tourisme et repartir sans avoir rien détruit. Et l'occupation, et là je crois que tous les spécialistes, comme vous, mon général, disent que c'est extrêmement difficilement tenable. Il y a une autre hypothèse, c'est celle de la ruse, du trompe-l'œil. Il a fait la théorie, vous vous souvenez, quand il avait reçu la première ministre japonaise, il avait dit ironiquement, ce qu'il avait laissé de glacer le Premier ministre, que les Japonais avaient bien montré à Pearl Harbor qu'on n'annonçait pas ce qu'on faisait. Et là, il peut y avoir des objectifs de diversion. Les 3 petites îles, là, qui seraient beaucoup plus faciles d'accès. Enfin, donc on ne sait pas. Il fait ou il ne fait pas. Vous dites qu'il fait toujours ce qu'il dit. Ces dernières heures. Oui, j'ai dit ces dernières heures. Alors moi, si vous permettez une analyse de fond, la semaine dernière, j'avais dit ici que je trouvais que les Iraniens prenaient un risque important. Manifestement, ils ne boudaient pas leur plaisir à l'idée d'humilier Trump. Et qu'à un moment, ils devaient quand même faire quelque part une petite concession, parce qu'ils mettaient Trump dans une situation absolument impossible, où il ne pouvait pas gagner cette guerre, il ne pouvait pas obtenir des succès, et il devait partir dans une situation de très grande humiliation. Quand on sait ce qu'est Trump, sa vanité, etc., c'était risqué. Et manifestement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les négociations, mais les Iraniens ont marqué la chose. Donc je crois que Trump avait une mauvaise solution qui était de continuer les négociations. Il a une autre mauvaise solution qui était d'intensifier. Jusqu'à présent, depuis quelques semaines, ils ont réagi avec les Américains ont réagi avec des ripostes proportionnées. Il y avait un petit coup des Iraniens, on faisait un petit coup et pour montrer qu'on était là. Et je pense que Trump s'est dit, mais ça ne me mène nulle part. Ça ne me permet ni de me désengager, ni d'obtenir satisfaction. L'autre version, c'est la version de l'escalade. On va montrer aux Iraniens qu'on peut encore détruire des tas de choses. Et là, c'est une possibilité, mais ça présente des risques énormes, à la fois pour les Émirats, pour l'ensemble des... Et ça présente aussi un risque énorme pour la croissance mondiale. Et puis probablement pour les troupes qui seraient chargées de cela. Donc je pense qu'il essaie de faire quelque chose d'intermédiaire.
c'est-à-dire plus qu'une réponse proportionnée classique et moins qu'une escalade dangereuse. Donc il veut, d'une manière ou d'une autre, avoir une destruction, provoquer un dommage sérieux, mais pas décisif. Et les phrases qu'il a dites sur le fait qu'il ne voulait pas toucher aux centrales, aux ponts, etc., va dans ce sens. Donc je crois qu'il veut essayer de frapper plus haut que d'habitude, mais pas forcément on y reviendra trop haut. Dans quelques instants, parce que toucher les sites énergétiques et les centrales, il disait à Fox News hier qu'il envisageait de le faire. Donc là, on est sur du chaud-froid sur ce point-là. Bien sûr. Guillaume Roquette, ceci dit, quelle que soit la stratégie, pour vous, il est très net que maintenant, on est face à un Trump à bout de patience, qui arrive à un point de rupture. Axios, ce média américain hyper renseigné depuis le début de la guerre, dit que le déclencheur des frappes ces dernières heures, c'est pas le coup de l'hélicoptère Apache qui a été abattu. Non, non. Visiblement, il serait très, très frustré parce que depuis 2 semaines, il attend des réponses iraniennes sur la modification des discussions et rien n'arrive. Donc là, le point de rupture, il est atteint selon vous ? Oui, je pense que Trump peut être poussé à la faute par l'impasse dans laquelle il se trouve. Parce qu'il a compris que son opération militaire était un échec, que les plans que lui avait vendus son ami Netanyahou de renverser le régime en quelques jours et de démanteler le risque militaire iranien, ça, il n'y arrivera pas. Donc, il envoie des messages aux Iraniens en disant « Ok, j'ai pas réussi, donc je suis prêt à terminer cette guerre, essayons de faire ça en arrivant à un accord ». Et les Iraniens, sûrs de leur fait, dans une espèce d'hubris, refusent cette attitude-là. Et donc, comment est-ce que Trump peut s'en sortir ? Et la tentation, alors que ce serait à mon avis totalement incohérent, ce serait effectivement de relancer la guerre, alors même que les mêmes causes produiraient probablement les mêmes effets, c'est-à-dire un régime qui courbe l'échine, mais qui ne rompt pas. Et donc, c'est pour ça qu'on vit des heures dangereuses, parce que c'est un peu comme un animal blessé, il ne sait pas comment réagir, alors il charge, même si ce n'est pas la bonne solution, mais c'est là qu'il est dangereux. Alors, vivre des heures dangereuses, on aurait pu en parler tous les jours, mais là, on a quand même l'impression que quelque chose est un tout petit peu en train de se passer. Les gens le disaient hier, c'est crescendo, c'est pas une semaine sur l'autre. Jour après jour, vous croyez à cette accélération et où elle peut nous mener ? Tout dépend de l'action entreprise de Donald Trump. Ça peut s'accélérer, tout comme ça peut se diluer comme avant dans une forme de trêve où les négociations patinent. Dans le cas du scénario de frappe sur l'île de Kharg ou bien débarquement sur l'île de Kharg aussi, je vais revenir à un article excellent de votre chroniqueur, le colonel Goya, qui parlait de l'île de Kharg comme accélérateur de l'histoire et où il a détaillé des scénarios pour prendre l'île de Kharg. Je rappelle que cette île, au tout début de la guerre, a été durement frappée, mais pas les installations pétrolières, tout ce qui est militaire, avec les défenses anti-aériennes. Et depuis, les Iraniens, les gardiens de la révolution, ont essayé de revenir militairement sur cette île. Ils étaient surveillés par les Américains. Il n'y a pas eu de retour vraiment considérable, sinon on l'aurait vu en termes de bombardements américains pour les neutraliser. Mais on a très bien vu qu'il y avait, par exemple, des tentatives d'infiltration au Koweït, dans l'île de Boubian. C'est pas très loin de l'île de Kharg. Et si les Américains envisagent n'importe quelle action militaire au niveau de l'île de Kharg, il faut déjà qu'ils maîtrise géographiquement le Koweït, toutes les îles qui donnent aussi ou bien qui sont à proximité de l'île de Kharg. Et ça, c'est un scénario qui pourrait avoir du sens parce qu'il accompagnerait le contre-blocus américain dans l'objectif d'asphyxier le régime iranien. S'il entreprend d'autres frappes contre des usines de dessalement ou autres, ça ne peut pas mener à grand-chose, et c'est là où on sombre de nouveau dans une forme de manque de stratégie. Guillaume Roquette, et on prend la direction de la Maison-Blanche juste après. Juste un mot sur Kharg. Je me garderais bien de parler de tactique militaire en présence d'un général de corps d'armée, mais quand même, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que si Trump veut s'emparer de l'île de Kharg, pourquoi il l'annonce à l'avance ? Jean-Louis Borloo, je parlais de Pearl Harbor. Le succès de Pearl Harbor, il repose sur la surprise. C'est pour ça qu'on n'est peut-être pas à l'abri d'une bonne nouvelle. C'est la tactique des gendarmes qui sont là où on ne les attend pas. Oui, alors, mais là, il y a un truc que je ne comprends pas, en tout cas que je trouve incohérent. On en reparle, effectivement, on continue d'en parler ensemble. Est-ce que le message est plus important que la surprise militaire ? Mais donc, je le promettais, on reprend la direction de la Maison-Blanche pour vous retrouver. Sonia Dridi. Sonia, on le disait au début de cette émission, Donald Trump, il a une réunion importante dans le bureau ovale avec les services de renseignement. C'est hebdomadaire, certes, mais aujourd'hui, ça prend un tour, une coloration bien particulière après de telles déclarations du président américain qui assure qu'il va frapper dans les prochaines heures très fort l'Iran. Qu'est-il en train de se jouer derrière vous ?
Oui, alors cette réunion qui a priori n'a pas encore commencé parce que le Marine n'est toujours pas là, cela veut dire que Donald Trump n'est pas encore dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, il y a peut-être un peu de retard, mais en effet c'est une réunion dans laquelle il est briefé par les services de renseignement. En général, c'est le directeur de la CIA qui est présent ces derniers temps vu les enjeux. Il y a aussi son vice-président, son secrétaire d'État qui devrait être présent et on le voit, Donald Trump fait tout désormais pour faire plier l'Iran. C'est ce qu'il essaie de faire et c'est pour ça qu'on le sent de plus en plus volontaire pour afficher ses intentions. Il a annoncé un peu plus tôt qu'il allait frapper fort l'Iran. Ensuite, sur Fox News, c'est lui qui a appelé la chaîne pour donner une interview en direct à cette chaîne et il a notamment déclaré qu'il avait envie de prendre l'île de Kar, que les Américains n'allaient peut-être pas le suivre là-dessus, mais que c'était sa préférence. Et CNN, qui il y a peu a eu une interview avec des officiels de l'administration et notamment un officiel du Pentagone qui dit qu'évidemment tous les plans sont prêts pour l'île de Kar, mais c'était vraiment considéré comme la dernière option vu les risques associés à une telle opération et ce serait un moyen pour cette administration de vraiment tenter de mettre une pression maximum sur l'Iran. Donald Trump qui a également fait monter la tension en disant je pourrais aussi déployer des troupes au sol, je n'ai pas vraiment envie mais je pourrais le faire. Donc on sent un Donald Trump de plus en plus frustré à quelques jours de son anniversaire ce dimanche, mais aussi de son départ au G7. Il parlait en début de semaine d'un accord possible dans les prochains jours et là il a dit à Fox News j'ai moins envie d'un accord qu'il y a 2-3 semaines. Merci Sonia Dredy. On se retrouve un tout petit peu plus tard parce que vous allez nous permettre une visite guidée dans les jardins de la Maison-Blanche avec une arche pour un combat qui aura lieu à l'occasion de l'anniversaire du président américain. Oui, ça peut sembler surréaliste, mais c'est ça aussi le contexte. On en parle ensemble dans quelques instants. Jean-Louis Bourlange, vous vouliez intervenir. D'abord, quand même, je réagis à ce que je viens d'entendre. L'idée que sur les principaux enjeux, le problème, c'est savoir si Trump a envie ou n'a pas envie. Comment est-ce qu'on peut, quand on est un chef d'État, envisager les choses à partir d'un désir. J'ai plus envie, j'ai envie de prendre l'île, j'ai plus envie de négocier, enfin c'est quand même pas le problème. Donc je voudrais revenir sur... Je crois que la question qui est posée, c'est qu'il y a une dramatisation qui se fait, et je pense que ce serait, peut-être que je me trompe, hein, parce que je suis vraiment... Mais je pense que ce serait une erreur d'avoir une approche trop manichéenne et trop simpliste, c'est-à-dire d'un côté le maintien du cessez-le-feu, des négociations avec quelques petits escarmouches, et de l'autre une escalade totale. J'ai l'impression vraiment que le choix de Trump est intermédiaire, qu'il voit que ces petits escarmouches amènent nulle part, donc il dit il faut qu'on leur donne, qu'on leur inflige une vraie humiliation, une vraie perte. Et pourquoi ? Sans doute parce qu'il estime que au sein de l'ensemble des dirigeants iraniens, il doit y avoir un vrai problème sur est-ce qu'on offre une porte de sortie qui nous est bénéficiaire, à nous Iraniens, comme elle le serait à tout le monde, ou est-ce qu'on maintient une politique de desperados ? Et je pense que ce conflit-là, il est là, et que sans doute, c'est l'analyse que j'espère la plus rationnelle, l'explication la plus rationnelle de ce comportement, sans doute Trump dit ça permet aux Iraniens qui veulent plutôt un compromis de dire écoutez, on ne va pas continuer comme ça à prendre des coups de tous côtés alors qu'on peut quand même arriver à une sorte d'accord. Alors dans les cibles potentielles du président américain, on vous a parlé de Kark. Dans un instant, on va vous parler d'Ormuz. Il s'y passe des choses très importantes. Les Iraniens assurent que c'est fermé. Les Américains démentent. En tout cas, on va vous raconter une opération secrète menée par Washington pour faire passer des millions de barils. Mais avant cela, Général Delors, sur les cibles potentielles, infrastructures énergétiques et ponts. Hier, Donald Trump dit à Fox News « Oui, j'envisage de les frapper ». Aujourd'hui, il dit qu'il préférerait ne pas le faire. Selon vous, quelles autres cibles ? On a parlé de l'eau, c'est très important l'eau, parce que le New York Times nous l'assure. Il a bel et bien ciblé des réserves d'eau potable, image à l'appui. C'était un débat de ces dernières heures. Vous pensez que le président américain est prêt à passer un cap ? Parce que ça, ce sont des infrastructures civiles. Ce sont des civils derrière. Et alors, on voit cette image. On ne voit pas, ou peut-être qu'elle est en réserve, l'image des usines de désalinisation qui ont été touchées par les Iraniens aux Émirats, et puis je ne sais plus dans quel autre État arabe. Donc, si vous voulez, il faut prendre cette frappe, si elle est intentionnelle, ce qui est vraisemblable quand même. Le New York Times dit que les États-Unis ont bien frappé 2 installations d'eau potable dans le sud de l'Iran.
passer un message. Avec des munitions à guidage de précision, oui, donc c'est pour ça que ciblées. je dis ça permet de passer un message. Je rappelle que les premiers à avoir tiré sur des usines pour désaliniser l'eau, sont bien les Iraniens. Et donc là, ça veut dire, si vous recommencez à tirer aux Émirats ou à Riyad, parce qu'on a beaucoup parlé de Riyad et des réserves limitées en eau de Riyad, uniquement pour 2 journées, si on ne fait pas d'économie, bien sûr. Donc on voit bien que là, c'est un message qui est passé. Si vous tapez sur les pays arabes sur ce type d'objectif, nous aussi, on frappera sur les vôtres. Oui, mais ce qui est, donc je crois que conséquences... c'est un peu comme il y a eu l'histoire du pétrole. Hein. Oui. On se passe des messages. Dire, vous tapez ça, à ce moment-là, nous, on est capable de taper exactement le même genre de cible. Et là, en l'occurrence, il y a 20 000 civils, selon les Iraniens, qui sont privés d'eau. Donc on est quand même sur une dimension touchant les civils qui est... Et vous repreniez, un confrère, repreniez l'exemple de Riyad, où il y a 2 millions de personnes. Quoi. Vous voyez, 20 000, 2 millions. On est bien sur ce problème de l'eau, qui est un point capital pour ces pays du Moyen-Orient. Et donc, c'est valable aussi bien pour les Iraniens, la population iranienne, que sur les populations des pays arabes. Mais alors justement, ils frapperaient directement, moi je crois tout à fait à la théorie du message, mais les Américains sont très très mal à l'aise pour faire ça. Ils frapperaient directement la population iranienne. Alors ils ne parviennent pas à la libérer, mais c'est peut-être pas nécessaire de l'assoiffer. Et on parlerait potentiellement de crimes de guerre. Juste un petit ajout, dans l'historique de cette guerre, des réservoirs d'eau potable ont déjà été ciblés. Ils faisaient partie des 13 000 cibles américaines, donc c'est un scénario déjà vu. Je voudrais qu'on parle d'Ormuz aussi, qui est vraiment... peut-être même plus que jamais là au cœur de la bataille. On peut même se demander si la bataille d'Ormuz n'est pas en ce moment relancée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'Iran, il promet l'enfer à Trump et assure pour commencer que le détroit, il est d'ores et déjà fermé totalement. Alors c'est faux, disent les Américains. Voilà. Donc on a un détroit, on a 2 armées, on a plusieurs récits, donc on a besoin d'y voir plus clair. Et on va surtout se demander si ce qui s'y joue là en ce moment, c'est le retour de la guerre à la clé. En tout cas, il s'y passe des choses, il y a bien des navires en feu. Et Grégory Phillips va plus loin pour nous expliquer. Attendez, Grégory, parce qu'il faut que j'explique à nos téléspectateurs qu'on va raconter une histoire maintenant. L'histoire, c'est qu'on apprend une opération secrète de la Maison-Blanche qui a réussi à faire passer des millions de barils sans que le monde le sache. D'ailleurs, Donald Trump lui-même a révélé le coup hier soir à la télé. Regardez. Je peux le dire maintenant, quelque chose que vous ne saviez pas. Vous savez que nous avons fait passer des millions de barils de pétrole ? Personne ne le sait. Vous savez qui n'est pas au courant ? L'Iran jusqu'à maintenant. Nous sortons des millions de barils de pétrole, des millions de barils chaque nuit. Maintenant, je peux vous le dire parce qu'ils viennent de comprendre. Mais maintenant qu'ils ont compris, je peux vous le dire, c'était très dur pour moi. Je voulais le dire tellement, mais bon, je ne voulais pas le gâcher, donc c'était très compliqué. L'autre nuit, nous avons fait passer 22 navires, tard dans la nuit, toute lumière éteinte, parce qu'ils n'ont pas de radar, vu qu'on les a complètement pulvérisés. Voilà, ça vous a tous fait réagir sur le plateau, mais Grégory, on explique à nos téléspectateurs justement les dessous de cette opération pour faire passer 100 millions de barils. Grégory Phillips, expliquez-nous. De quelle opération précisément par le président américain ? Bon, en tout cas, vous l'avez entendu, Donald Trump avait vraiment envie de nous raconter ça. Il l'a fait hier lors de cette conférence de presse. Vous vous souvenez, Amélie, de l'opération Projet Liberté qui, les États-Unis avaient promis d'escorter des navires pour les faire sortir du détroit d'Ormuz. Elle avait été lancée par Trump un lundi, interrompue dès le lendemain. En fait, c'était très compliqué, notamment pour la sécurité des bateaux. Mais ce que révèle Trump donc hier dans cette conférence de presse, c'est que cette opération d'escorte des pétroliers, des méthaniers, des vraquiers a continué en secret, sans que personne ne le sache, même pas les Iraniens. Et donc, en un peu plus d'un mois, c'est en tout cas ce que dit Trump, et ça a été confirmé par la presse américaine, 200 navires ont pu être escortés pour sortir du détroit d'Ormuz. Le chiffre est confirmé par le Pentagone. Trump dit que ça représente 100 millions de barils. Alors c'est quoi l'intérêt de faire sortir 100 millions de barils ? C'est évidemment de remettre un peu d'huile dans les rouages du marché pétrolier. Faut quand même relativiser, même si l'opération est restée secrète, sur le résultat de cette opération. 200 navires évacués. Normalement, c'est 3000 en temps normal. Avant la guerre, c'est 3000 navires chaque mois qui passent par le détroit d'Ormuz. Donc on reste quand même sur une portion assez limitée. Certes, mais concrètement, comment ça s'est passé ? Alors,
C'est là où ça diffère un peu du projet Liberté dont je vous parlais au début de cette chronique, c'est qu'il n'y ait pas d'escorte proprement dite, mais une assistance et une communication constante avec l'armée, avec des radars, avec des drones qui surveillaient le trafic et des conseils aux capitaines pour qu'ils, voilà, les drones qui surveillent évidemment le détroit d'Ormuz et des conseils aux capitaines pour leur donner notamment la voie de navigation et leur dire quand couper les transpondeurs. En gros, quand décider que leur navire allait devenir invisible. Et puis surtout, effectivement, il fallait passer par une route la plus éloignée possible des côtes iraniennes, passer par des routes qui ont longé le territoire omanais pour ensuite sortir vers le golfe d'Oman pour éviter les mines notamment. C'est ce qu'ont fait les Américains au téléphone, en communication avec les bateaux pour leur permettre de sortir du détroit d'Ormuz. Et c'est l'opération secrète que Trump a révélée hier soir. Merci, formidable Grégory Phillips. Général, une opération secrète de cette ampleur, ça vous semble fou qu'elle ait pu avoir lieu ? Oh, moi, je suis ravi. Hein. Et depuis, j'y pensais, j'en rêvais, si j'ose dire. Hein. Comment camoufler des bateaux en les faisant disparaître, en faisant apparaître de faux, avec des faux transpondeurs, pour faire apparaître présents, immobiles, des bâtiments qui se déplacent, des tankers qui se déplacent en longeant les côtes omanaises. Avoir des capacités, utiliser le brouillard en fait, hein, le brouillard électronique pour faire passer dans le détroit d'Ormuz des bateaux au plus près de la côte omanaise. Donc tout ça me paraissait déjà depuis des semaines tout à fait raisonnablement envisageable. Donc là, je vois qu'apparemment les Américains l'ont fait avec succès. Donc on n'est pas désespéré de la technique, puisqu'on arrive à éviter que le pétrole ne monte trop cher. Donc finalement, tout le monde est content. Bon, on a besoin de... Allez-y, Maya, pardon. Non, il y a déjà le jour même, je suis désolée, du début des négociations à Islamabad avec l'arrivée de J.D. Vance, vous vous souvenez, les Américains, Donald Trump a annoncé qu'il y a eu des navires américains aussi qui ont longé les côtes omanaises et qui ont traversé le détroit d'Ormuz. Donc c'est à chaque fois, ils s'en targuent, ils montrent que nous sommes capables de le faire aussi, mais il y a quelque chose de tellement évident. Les Iraniens peuvent faire du harcèlement au niveau du détroit d'Ormuz à coup de navettes rapides, de missiles balistiques ou bien de drones, mais ça montre très bien que ce n'est pas miné s'ils ont réussi quand même à traverser ce détroit. Alors on a besoin de comprendre ce qui s'y passe précisément dans ce détroit. Un rappel des épisodes précédents. La télé iranienne annonce l'avoir fermé. Écoutez, regardez. Le siège central de Khatam al-Anbiya a annoncé, dans la poursuite des actions hostiles de l'Amérique criminelle et à la lumière du début des attaques militaires de l'agresseur contre certaines zones dans le sud de la province d'Hormozgan, avec effet immédiat et en raison de l'insécurité dans la région, le détroit d'Ormuz est déclaré fermé au passage de tous les navires, y compris les pétroliers et les navires commerciaux, et tout transit par le détroit sera ciblé. L'affirmation des États-Unis concernant le passage de navires par le détroit susmentionné est totalement rejetée. Oui, sauf que les Américains disent depuis que c'est complètement faux, il n'est pas fermé ce détroit. Et même un peu plus tôt, Pete Hegseth, regardez ce qu'on a repéré, disait le détroit il est américain. On va l'écouter également, regardez. Jusqu'à présent, le blocus est en béton armé et nous pouvons déplacer des navires commerciaux dans et hors du détroit d'Ormuz. Donc qui contrôle le détroit d'Ormuz ? Et le président Trump l'a dit et il a raison, ce sont les États-Unis d'Amérique qui contrôlent le détroit d'Ormuz. Nous sommes en mesure de faire entrer et sortir du pétrole et d'autres choses avec des partenaires, et cela depuis des semaines maintenant, d'une manière que les Iraniens ne veulent pas reconnaître. C'est une puissante réalité sur le terrain. Voilà, donc encore cette fameuse guerre de communication, mais dans le fond, qui remporte le bras de fer sur un bras de mer ? Je reprends une expression signée Guillaume Oda. Selon vous, on en est là. Que comprenez-vous, Jean-Louis Bourlange, de ce qui se joue, de ce qui se passe ? Vous savez, je ne peux pas, je suis vraiment pas compétent sur la façon dont ça s'organise techniquement. Moi, ce que je crois, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des Iraniens, dans la tête de Trump, et est-ce qu'ils veulent arriver d'une manière ou d'une autre à une sorte d'accord, je ne sais pas lequel d'ailleurs, ni sur le détroit d'Ormuz, ni sur les missiles, ni sur les matières fissiles. Mais je pense qu'ils ont vraiment, les uns et les autres, intérêt à ne pas aller jusqu'au bout, à ne pas avoir une escalade qui pourrait être quand même extraordinairement dangereuse. La guerre, ça ne se contrôle pas, ça ne se contrôle pas bien. Ce jeu d'escalade, d'ascension aux extrêmes, comme dit Clausewitz, personne ne le contrôle. Et je pense que Trump doit s'en sortir. Je comprends qu'il fasse ce qu'il fait. Je suis
totalement en désaccord avec tout ce qu'il a fait depuis le début, mais je ne suis pas étonné, compte tenu de l'attitude des Iraniens, qu'il estime nécessaire de faire quelque chose, de mettre quelque chose de violent sur la table pour essayer de créer un fait nouveau. Qu'est-ce que les Iraniens ont en tête ? C'est ça le problème. Quel est le type d'accord auquel ils sont prêts à consentir. Ça, c'est vraiment... Alors, il y a des négociations, il y a le Qatar, il y a les Émirats Arabes Unis, ce qui est intéressant, parce que, en principe, les Émirats Arabes Unis, c'était le partenaire le moins hostile à Israël, oui, le plus éloigné de l'Iran. Donc, il faut qu'il en sorte quelque chose. Moi, je crois, je peux... Peut-être que je suis optimiste et idiot, enfin, idiot sans doute, mais optimiste en plus, c'est que je pense que ce que cherche Trump, c'est à débloquer la négociation à travers cette... Mais il sait qu'on ne peut pas débloquer la négociation sans faire un grand coup. Je vous laisse la parole, Guillaume, mais je voudrais juste rappeler pour vos téléspectateurs que c'est du concret, cette situation extrêmement tendue dans le détroit d'Ormuz, parce qu'on a appris par exemple la mort de 3 marins indiens, et ils sont morts dans des frappes américaines sur un navire, attaque revendiquée par l'armée américaine. Ça s'est passé mercredi, de ce pétrolier battant pavillon des îles Palaos, on est au large d'Oman. L'armée américaine a confirmé que l'un de ses avions de combat avait ouvert le feu contre ce CT Bello, c'est le nom du navire qui tentait d'exporter, selon les Américains, du pétrole d'Iran, malgré le blocus imposé par Washington. Voilà, 3 marins indiens sont morts. C'est ça aussi la réalité de ce détroit d'Ormuz. Guillaume Roquette. Oui, parce que les Américains, en tout cas dans leur récit de ce qui se passe, disent « c'est nous qui maîtrisons le détroit d'Ormuz, puisque les bateaux qu'on veut faire passer, on les fait passer ». Grégory Philippe vient de le rappeler à l'instant. En revanche, ceux qu'on veut bloquer, parce qu'ils exportent du pétrole iranien, on les arrête. Éventuellement, malheureusement, avec des bavures et des pertes d'hommes. Mais sur le fond, je pense qu'il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est celui que donnait Grégory tout à l'heure. Ils ont fait passer 200 bateaux en un mois. En général, il en passe 3000. Avant la guerre, il en passait 3000. Ça veut dire que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a baissé de plus de 90%. Donc à la question qui gagne cette bataille, à mon avis, c'est l'Iran. Parce que pour l'instant, c'est au départ, ne l'oublions pas, c'est l'Iran qui a bloqué le détroit pour... en quelque sorte, faire chanter l'économie mondiale et mettre la pression sur les Américains. Là, vous voyez, on s'interroge sur une bavure américaine. Une opération américaine vise un navire accusé d'exporter du pétrole iranien et 3 morts indiens. La question de la bavure peut se poser, et si elle se pose, est-ce que ça peut changer les choses ? Non, la bavure, évidemment, elle est regrettable pour les familles des marins indiens. Ça, c'est évidemment, ça pour eux, c'est un drame énorme. Maintenant, soyons logiques, c'est quand même un affrontement d'État à État, de volonté à volonté, entre d'une part un régime qui est à la tête de l'Iran et qui est un régime terroriste quand même, il faut employer les termes qui sont acceptés par l'Union européenne, et puis d'autre part une communauté internationale qui est évidemment traumatisée par ce qui se passe. Donc cet événement, triste événement pour les Indiens, ne va rien changer du tout en termes de l'affrontement entre les deux États. Les deux États, plus Israël qui est en réserve, qui est prêt à agir. On prend la direction sans attendre de la Maison-Blanche. On va retrouver Sonia Dredi une fois de plus. On doit parler de ce qui va se passer, un combat de MMA dans les jardins de la Maison-Blanche en vue de l'anniversaire de Trump. Mais là, il se passe quelque chose. On apprend que le Pentagone est placé en confinement après un incident, je cite, lié à des substances dangereuses. Je cite un porte-parole, ça tombe en agence de presse, Sonia Dredi. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes à la Maison-Blanche, ça se passe au Pentagone. Mais comprenez-vous, que savez-vous de ce confinement du Pentagone ? Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ce qu'a dit le porte-parole, un porte-parole du Pentagone, qui a en effet dit que le Pentagone avait été placé en confinement. Alors ça, on l'a appris il y a environ 1 heure, mais désormais, il confirme que c'est en raison de substances, d'un incident lié à des substances dangereuses. Un peu plus tôt, on parlait de la qualité de l'air qui était problématique au Pentagone. Donc là, on a un peu plus d'informations avec ce porte-parole qui confirme que ce serait lié à des substances
substances dangereuses. Le Pentagone qui dit que des tests vont prendre encore 1 à 2 heures, qui a donc confiné ses employés, notamment étant dans une certaine partie du Pentagone. Pas encore de réaction à la Maison-Blanche. En tout cas, pour l'instant, on parlait de cette réunion avec des renseignements pour que Donald Trump reçoive son briefing. Pour l'instant, elle n'a pas l'air d'avoir commencé puisqu'il n'est pas encore présent dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Peut-être que la Maison-Blanche suit de près ce qu'il se passe au Pentagone. Merci Sonia Dridi. Grégory Phillips, allez-y. Non, évidemment, il va falloir voir de quoi il retourne. Rappelons ce qu'est le Pentagone. C'est ce bâtiment emblématique à Washington, enfin à Arlington, de l'autre côté du fleuve Potomac, qui est gigantesque, 600 000 mètres carrés, je crois, sur 7 niveaux, 2 en souterrain. Il y a 26 000 personnes qui travaillent chaque jour. C'est vraiment le cœur. Voilà, on voit ce bâtiment qui est absolument gigantesque. J'ai oublié le nombre de kilomètres de couloirs qu'il y a dans ce bâtiment. Mais donc, il y a visiblement un problème avec une substance dangereuse qui a été détectée. Et si je reprends le communiqué à l'instant du porte-parole du Pentagone, il explique que, évidemment, le bâtiment dispose de systèmes sophistiqués pour garantir la sécurité du bâtiment, mais que ces systèmes ont effectivement détecté un problème de qualité de l'air qui nécessite des mesures de précaution pour déterminer, évidemment, la gravité de l'incident. Des personnels ont été mis à l'abri et les équipes d'intervention sont en place et prêtes à soutenir les occupants du bâtiment. Évidemment, il ne faut pas aller trop vite. Est-ce que c'est un incident, un accident, un acte intentionnel ? Évidemment, c'est un bâtiment extrêmement symbolique. Souvenons-nous que le 11 septembre 2001, il avait été frappé par un avion, par les terroristes. Donc, grande vigilance, évidemment, sur ce qui se passe au Pentagone. Ce bâtiment qu'on voit, ce Pentagone, c'était initialement un hôpital. En 1944-1945, ça avait été construit par les Américains pour être le grand hôpital dans l'hypothèse de débarquement sanglant, aussi bien en Europe qu'en Asie. Alors maintenant, oui, c'est une vulnérabilité considérable, à avoir regroupé tant de capacités à cet endroit-là. Et puis, il y a toujours cette grande peur logique d'être intoxiqué par les voies aériennes avec des substances qui peuvent être extrêmement dangereuses, avec des gaz innervants ou d'autres saletés biologiques ou radiologiques. Oui, il arrive que les bâtiments officiels américains soient dangereux. Si je me rappelle bien, Madame Abraham Lincoln est morte à la Maison-Blanche à la suite d'une typhoïde qui était due à la mauvaise qualité des canaux de circulation de l'eau. Alors, vous voyez, le Pentagone, de ce point de vue-là, suit un triste et ancien exemple. Ce qui est certain, c'est que, évidemment, cette nouvelle, cette information, elle va être surinterprétée. Oui. Compte tenu du contexte. Et alors, on ne sait absolument pas si effectivement c'est une alerte qui est justifiée, si d'où viennent ces substances dangereuses. Mais on va dire que dans un contexte où Donald Trump semble hésiter entre la paix et la guerre, le fait que les États-Unis puissent ainsi, je parle au conditionnel bien sûr, être frappés au cœur, c'est pas quelque chose qui va dans le sens de la désescalade. Alors, il donne pas d'explication pour l'instant. Non, pour le moment, non. C'est ça qui est troublant et qui alimente effectivement une crainte d'action terroriste. Et donc, encore une fois, pardonnez-moi, le 11 septembre 2001, une des ailes du Pentagone a été frappée par un avion et victime d'un des actes de terrorisme les plus violents, évidemment, que les États-Unis aient connus. Donc, je rappelle cette information, le Pentagone placé en confinement après, je cite le porte-parole, un incident lié à des substances dangereuses. Donc, on va continuer de suivre cette information dans un contexte extrêmement tendu, vous l'avez compris. D'ailleurs, dans ce contexte, c'est assez stupéfiant de vous offrir une sorte de visite guidée, parce qu'on va vous emmener en visite guidée sur un ring, enfin juste à côté. Et là, c'est pas une métaphore de guerre. Non, littéralement, un ring de MMA, un sport de combat. Et ce ring, il est dans le jardin de la Maison-Blanche. Oui, Donald Trump, il organise une fête pour ses 80 ans dimanche. Il va accueillir une compétition. Il y aura 6 combats annoncés. C'est aussi pour célébrer les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Alors, Sonia Dridi, qu'on va retrouver juste après, elle fait partie des journalistes triés sur le volet qui ont pu accéder à cette grande arche que Trump compare à la Tour Eiffel. Regardez.
Oui, alors vous pouvez le voir, je me trouve devant la résidence de Donald Trump à la Maison-Blanche et c'est là qu'a été installée cette impressionnante arène qui va pouvoir accueillir ce dimanche quelques 4500 personnes triées sur le volet, des membres de l'administration, mais également des VIP et puis, selon CNN, des militaires qui vont recevoir des tickets qui vont être choisis en fonction de leur corpulence pour que ça fasse bien dans le public. Vous voyez cette cage où vont avoir lieu les combats qui vont notamment opposer le Français Cyril Gane et un combattant brésilien. Et puis cette arche métallique dont on a beaucoup parlé, sur laquelle sont diffusés les projecteurs. Donald Trump a dit qu'il pourrait souhaiter la garder après les combats, donc des combats qui vont célébrer ses 80 ans et les 250 ans de l'Amérique. Et puis de l'autre côté de cette arène, il va y avoir une fan zone. Vous pouvez peut-être apercevoir de loin le Washington Monument et c'est là que va être installé un écran géant et que des dizaines de milliers d'Américains sont attendus. En tout cas, c'est ce qu'espère l'administration pour notamment cet événement qui était aussi un événement politique puisque le patron de l'UFC, Dana White, est un proche de Donald Trump qui a financé sa dernière campagne électorale. Un événement qui coûte quelques 60 millions de dollars et qui est dénoncé par l'opposition comme une nouvelle lubie du président. Sonia Dredi, on est ensemble en direct. Alors franchement, je l'assume, c'est pas le lancement le plus élaboré de ma carrière, mais c'est aussi fou que ça en a l'air. Oui, c'est assez fou et c'est la réaction qu'avaient les journalistes autour de moi de voir cela à la Maison-Blanche. C'est vrai qu'il y avait vraiment, on le sentait dans le regard des journalistes américains, des photographes, vraiment de l'étonnement. Et c'est impressionnant. C'est juste en face de la résidence de Donald Trump. D'ailleurs, on se demandait, parce qu'il n'était pas encore à l'aile ouest, s'il n'était pas en train de regarder justement les journalistes en train de découvrir cet endroit. Et donc, vous pouvez le voir derrière moi, vous pouvez apercevoir cette arche. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment deux salles, deux ambiances à la Maison-Blanche, parce que là, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais on a souvent des répétitions de musique pour la grande fête de dimanche. Et puis en même temps, il y a ces décisions sur l'Iran qui sont en train d'être prises dans la salle de crise de la Maison-Blanche notamment, et avec des frappes qui devraient de nouveau arriver dans les prochaines heures. Formidable, exceptionnel, Sonia Dredi, encore une fois, aujourd'hui, du confinement du Pentagone à l'arche de MMA, aux mots forts de guerre du président américain. Merci, vous êtes précieuse. Sonia Dredi, Jean-Louis Bourlange, on va essayer de boucler la boucle. Vous imaginez effectivement le président américain qui pourrait frapper fort l'Iran comme il le promet, s'emparer de l'île de Karg, alors que, attendez, j'ajoute juste dans une demi-heure, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde ou aux États-Unis. Il fête ses 80 ans avec combat de MMA. Il fête les 250 ans. Vous l'imaginez relancer la guerre ? J'ai vu les images de tout ça, c'est complètement dingo. C'est d'abord faire des fêtes martiales pour célébrer la naissance d'une nation, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. De plus, vous avez vu les grilles à l'intérieur desquelles se seront les combattants. Ça fait absolument penser à toutes les images des péplums sur les gladiateurs qui sont enfermés. C'est un combat de gladiateurs. Alors, il y a des combats de gladiateurs célèbres à Rome, notamment les combats menés par Trajan, qui avait organisé, après sa victoire sur les Daces, des jeux qui avaient coûté des milliers de morts d'ailleurs, des jeux qui avaient enchanté le peuple de Rome dans le Colisée. Ben là, on a le combat de gladiateurs, mais on n'a pas la victoire sur les Daces. Vous imaginez Trump frapper des jeux. En fait, il offre du pain et des jeux au moment où peut-être il préparait une guerre, pour reprendre la rhétorique et l'historique de l'Empire romain et des gladiateurs. Guillaume, vous l'imaginez frapper dans ces conditions ? Oui, parce que tout cela relève de la même démarche, c'est-à-dire, comme disait François Ier, tel est notre bon plaisir. On voit là une autre manifestation du pouvoir personnel de Trump qui, en fonction de ses souhaits de l'instant, peut-être même de ses pulsions, organise ce genre de manifestation qui paraît effectivement un peu décalée.